Le second thème que nous abordons ce sont les recommandations que le CNT a eu à faire au ministre en charge de l'éducation en Guinée. Vous vous rappelez par exemple, cette semaine d'ailleurs, le CNT a conféré en plénière, bien sûr, avec les 3 ministres en charge de l'éducation. Des problèmes ont été posés, des recommandations ont été faites. Monsieur Alpha, qu'est-ce que vous retenez de tout ce qui a été dit, ou de toutes les recommandations qui ont été faites? Je pense bien que j'ai bien suivi M. Doré, qui est le responsable chargé de l'éducation au compte du CNT. Et les recommandations qui sont issues réellement de ces journées, ce sont des recommandations à saluer. Tout ce qui est lié par rapport au cadre d'infrastructure. Vous pensez que ces recommandations sont pertinentes? C'est vraiment pertinent. Et revoir réellement la situation des infrastructures scolaires avant la rentrée des classes. Qui sont vétustes ou inexistantes, oui. Je pense bien que c'est une situation à revoir. Et revoir la situation salariale des enseignants, c'est une situation vraiment qui est à saluer. Beaucoup d'enseignants sont démotivés. Ils sont démotivés. La motivation d'un enseignant, il faudrait que ça soit mis en jeu. Si la motivation n'est pas mise en jeu, ça serait très difficile pour un enseignant de bien donner son cours. C'est difficile de faire cours pendant que la marmite est vide. Le troisième élément qui m'a extrêmement attiré dans ça, c'est par rapport à l'octroi des formations aux enseignants qui veulent aller se sous-former hors de ce pays ou bien qui veulent faire leur master en Guinée. C'est les 3 éléments qui ont beaucoup attiré mon attention. Voilà. Donc pour vous, ces recommandations, elles sont salutaires. Franchement, salutaires. Vraiment. Alors, monsieur Cheikh, qu'est-ce que vous avez retenu dans ces recommandations qui ont été faites aux différents ministres? Moi, je pense que c'est salutaire. Mais vous savez, il y a une chose qui me sidère en Guinée. C'est que quelqu'un qui a à peine un bon enseignant essaie de donner des conseils à tout un département. C'est très grave. Le Guinéen souvent... vous le taclez non, mais écoutez... Quel est celui qui arrive à enseigner à peine et qui veut donner des conseils à un département? Dites des noms. Non, j'ai pas besoin de dire de noms parce que moi, je ne me mets pas dans un débat de noms comme certains aiment le faire. Moi, je parle d'institutions. Ce qui est sûr, c'est que les recommandations... Vous savez, quand vous faites des recommandations, il y a 3 points. C'est lui qui fait des recommandations, les recommandations elles-mêmes et celui à qui on fait des recommandations. Je pense que c'est un peu mal placé de parler de salaire à des ministres qui ne sont pas chargés de ce genre de truc. Non, écoutez, attendez, excusez-moi monsieur, je vais évoluer. Je vais évoluer. Par exemple, je prends le ministre Donc vous pensez que par exemple, les recommandations se rapportant au salaire des enseignants étaient malvenues? Voilà, non, ça doit aller beaucoup plus au ministère du budget, au ministère de l'économie et au ministère de est-ce que le management... Non, mais laissez-moi finir. Par rapport au recrutement des enseignants. Non, revenons sur le salaire. Non, je parle des deux. Les salaires. Oui. Je parle des salaires. Amélioration des conditions de vie des enseignants. Écoutez, vous pensez qu'à l'instant T, si le ministre de l'enseignement supérieur décide d'augmenter le salaire des enseignants du supérieur, vous pensez que ça va s'augmenter à l'instant T? Non. Il peut faire une proposition. Attendez. Il faut des propositions. Écoutez-moi. Le ministre en charge de l'éducation, c'est pour cela. Ne peut pas. Écoutez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Est-ce que vous pensez que si le ministre de l'enseignement préuniversitaire décide de recruter des enseignants aujourd'hui, vous pensez que c'est demain il va les recruter sans passer par la fonction publique? Il y a deux ministères qui causent tous les soucis, tous les problèmes pour vous, au monde à ces 3 départements. Cette recommandation n'avait pas sa place là-bas? Non, j'ai pas dit ça. Je dis que il faut parler. Il ne faut pas parler en sourd. Il y a 2 départements, le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances et des budgets Donc c'est à eux qu'il fallait créent de sérieux problèmes à oui. ces 3 départements, soit par rapport au salaire des enseignants, soit par rapport au recrutement. Non, c'est pas la faute du ministre. Je voudrais donner une précision par rapport à ça. Vous savez, dans tous les départements, les départements sectoriels de l'éducation, il y a des représentants du ministère de la fonction publique, le DHR, c'est-à-dire les directeurs chargés des ressources humaines, à qui on dépose tous les dossiers des travailleurs. Nous avons les représentants du ministère du budget et des finances. Donc, tout
tout ce qui est lié à la documentation est soumis réellement à ces gens-là, en collaboration avec les premiers responsables du département. Moi, je pense bien qu'aujourd'hui, on a vu l'augmentation qui a été faite au niveau de la police. C'est-à-dire, cette augmentation, il est bien vrai qu'on a tenu compte du prix du riz, mais il faut que les responsables du département, qui sont des bons managers, vraiment se réveillent pour dire que voilà ce que nous voulons pour notre pays. Je suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec Cheikh quand il dit qu'on n'avait pas besoin de... Non, je n'ai pas dit qu'on n'en a pas besoin. Le plan, c'est quoi? Il n'est pas... C'est pas obligatoire que le ministre des Finances, ou bien le ministre du Budget, ou le ministre de la Fonction publique soit là. Et vous êtes un manager. Vous avez un leadership en vous. Vous devez être en mesure réellement d'être dans ce chapeau-là. D'emmener le gouvernement à le faire. Voilà. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé en France. Vous avez vu l'amélioration en France. Vous avez l'amélioration au Sénégal. Mais ça, ces améliorations-là ne sont pas faites par le ministre en charge du Mais est-ce que ce qui est en train de se passer, par exemple, en France, ne peut pas d'arriver où il y a une crise de vocation, par exemple, en France, où aujourd'hui, on a du mal à recruter les enseignants parce que les gens ne veulent plus aller enseigner. Parce que la question de motivation, parce que les gens sont démotivés. La question de motivation n'y est pas. Oui, parce qu'à un certain moment donné, les gens sont très démotivés. Là, il faut l'admettre. Alors maintenant, ici, là, le problème se pose, c'est quoi? Il faut faire travailler régulièrement son leadership. Là. Regarde-moi. On sait que réellement, à un certain moment donné, quand on demande qu'il y ait des augmentations de salaire, des augmentations de primes, on sort toujours la fameuse théorie que non, on n'a pas d'argent, c'est dur. Oui, bien sûr. Et tout récemment, bien sûr, nous avons vu qu'il y a Dr Diaka qui a fait travailler son leadership en quelque sorte. Et on a eu une légère augmentation des pécules des étudiants. Donc, mais ça, c'est parce que il y a eu ce choc au bac. Bon, peut-être. Ça sont les dessous. C'est parce que, mais écoutez, ce sont les dessous peut-être, monsieur. Si on devait recevoir en première année 20 millions d'étudiants, monsieur Cheikh, d'accord, monsieur Cheikh. Monsieur Cheikh, ce sont peut-être les dessous de la négociation. Mais cela également ne veut pas dire que monsieur le ministre aussi, que Guillaume Agnew aussi ne peut pas également faire travailler son leadership. Et là également, les enseignants n'ont personne en face si ce n'est lui. C'est lui d'abord le père de famille. Moi, je veux qu'on parte dans un passé pas trop lointain. D'accord. Lorsque l'historienne du jour. Non, pas l'historienne en fait. Lorsque le professeur Alpha Condé, avec ses ministres de l'éducation d'antan, avait en fait augmenté les salaires des enseignants de façon progressive, les autres fonctionnaires, si vous vous rappelez, étaient sortis pour dire que les enseignants n'étaient pas les seuls en Guinée. Pourquoi est-ce qu'on va augmenter leur salaire à chaque fois et que les autres fonctionnaires, ça ne suive pas? Donc moi, je me dis, en fait, de deux choses l'une. Soit on permet au ministre Guillaume, ou bien d'ailleurs au ministre de l'éducation, on leur rend la tutelle du recrutement de leur personnel. C'est ça. Vous comprenez, non? On leur rend la tutelle du recrutement de leur personnel et on leur rend les salaires, si on veut, en fait, comment est-ce que je vais dire ça? La rémunération de ces fonctionnaires-là, de leur cadre-là. On ne peut pas fonctionner comme ça dans un pays. Non, mais attendez, s'il vous plaît. L'éducation a le plus grand nombre de fonctionnaires dans ce pays-là. L'éducation elle a combien de fonctionnaires en Guinée? En ce qui concerne la paix des fonctionnaires de l'éducation, c'est la charge du ministère du Budget. Non, vous ne me comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Mais aujourd'hui, je t'avoue que je ne dis pas qu'on rende les salaires à chose. Non, vous n'avez pas compris ce qu'elle veut dire. Je dis que. Mais que le MEPUA ait un droit de regard. Oui, ils ont un droit de regard. Parce que quand vous vous absentez plusieurs fois. Oui, qu'on leur rende la tutelle de leurs fonctionnaires. D'abord, ça c'est un. Et après que le budget et la fonction publique mettent en place un suivi pour savoir réellement est-ce que le MEPUA est en train de gérer. Oui, mais ça existe. Ça existe dans ça n'existe pas. Ça existe. Je vous donne un exemple. On va pas limiter le débat. Sur la question des salaires, on a parlé des salaires, on a parlé des primes d'éloignement. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont en train d'être prises. D'ailleurs, il y a un conseil national de l'éducation, par exemple, il est prévu que ce conseil statue chaque année sur les questions qui sont relatives à l'école. Voilà. Monsieur Cheikh, mais je ne veux pas qu'on s'attarde là. On va bouger. Je vous parle d'une chose. Terminer rapidement pour qu'on bouge. Modou, s'il vous plaît. Lorsque le Premier ministre dit que pour augmenter le salaire des enseignants,
il faut faire un recensement. Mais ça fait combien de fois on fait des recensements ici? Mais des recensements qui ne marchent pas. Écoutez, c'est pas parce que c'est mal fait, c'est parce que l'effectif donné par le MEPUA, l'effectif donné par le budget, l'effectif donné par le ministère des Finances, c'est pas le même effectif. Voilà, c'est tout le mal monde fait. utilise, écoutez, tout le monde utilise le département, tout le monde utilise le MEPUA pour faire ses sales boulots. On est d'accord? Maintenant, aucun professeur ne vient inscrire son nom sur une liste fictive. Ce sont les gens même qui sont au niveau de la fonction publique, au niveau des finances, qui font ça. Et ils rendent la vie difficile. Ils rendent la vie difficile au ministre de l'Éducation, surtout au niveau du MEPUA. Pas au ministre de l'Éducation. On va prendre un autre pan. On va prendre un autre pan de ces recommandations parce que M. Bakar Bari, par exemple, qui s'est accentué sur les écoles privées de santé. Ah ben là, je vous dis qu'il n'a pas été du tout tendre. Hein. Il a dit par exemple ceci, c'est devenu une option après avoir échoué son cursus normal. Pour lui, quand on ne peut plus suivre le cursus normal, et paf, on sort dans une école privée de santé. Il va plus loin encore, il continue parce que c'est lui qui avait parlé de ces écoles de santé qui formaient des potentiels assassins. Voilà, donc il veut prendre un certain nombre de dispositions. Par exemple, l'une des premières dispositions, c'est la création d'une plateforme unique où tout le monde viendra s'inscrire, que ce soit les écoles privées ou que ce soit les écoles publiques. Cela permettrait, dit-il, d'authentifier les diplômes et les compétences de ceux qu'on allait recruter. Et pour rappel, depuis au temps de Damanta, lorsque Damanta était ministre de l'enseignement technique, il avait pris des dispositions de ce genre. C'est-à-dire que ce n'était pas n'importe qui devait s'inscrire, qui devait passer le concours en fait. Mais vous savez, ça fait il y a de cela une année, on avait convoqué un des responsables de ces écoles de santé. Je vous dis que, excusez-moi du terme, mais c'est une poubelle qui s'organise. Le mot je vous le dis. Vous ne pouvez pas comprendre que aujourd'hui, pour faire les écoles de santé, un enfant, par exemple, qui est sorti d'une école, d'une classe de 10e année, un enfant qui a échoué le BEPC, qu'on l'inscrit directement pour une école de santé. Un enfant, par exemple, qui n'a pas fait les sciences expérimentales, qui n'a pas les BABA en biologie, comment vous voulez que ces personnes-là fassent ces cours? Moi, je pense bien que ce sont des mesures qu'il faut saluer. C'est-à-dire qu'on arrête, c'est-à-dire ceux qui doivent aller dans le cadre de formation en matière de santé, qu'on revoie réellement leur diplôme. Si le ministère de l'enseignement technique a mis ça en place, comme l'enseignement supérieur a mis la ratification des diplômes, il va falloir que même le ministère de l'enseignement préuniversitaire fasse la même chose. Pour que les Madame Karatou, est-ce que les écoles privées de santé sont menacées à votre avis? Avec ces mesures qui s'annoncent, par exemple, obligation aujourd'hui d'avoir des salles de pratique, par exemple, dans ces écoles. Moi, je trouve que... Et le ministre, d'ailleurs, il met en garde ces écoles parce que ces obligations dont nous parlons doivent être mises en place d'ici 12 mois. Sinon, ces écoles se verront retirer leur agrément, donc fermées. Moi, je dis que c'est un ouf de soulagement pour le secteur sanitaire en Guinée. Très sérieusement. Si les écoles ne répondent pas aux normes, c'est aussi simple que cela, qu'ils les ferment le temps pour l'école de se mettre dans les normes. Maintenant, revenons un peu à ces potentiels candidats aux écoles de santé. Normalement, la loi dit qu'il faut avoir le baccalauréat ou à défaut, être au moins en terminale, n'est-ce pas, pour faire les écoles de santé. Mais nous rencontrons des élèves qui font la 8e année, qui font la 9e année, qui partent dans ces écoles de santé. Ah bon, hein? Oui, bien sûr. Après 3 ans de formation, après 3 ans de formation, c'est cette infirmière-là, ou bien c'est cet infirmier-là, ou bien c'est cette sage-femme-là que tu vas retrouver à l'hôpital. Tu prends la vie de ton enfant, ou la vie de ton épouse, ou la vie de ton époux, tu confies à cette personne-là. Que Dieu nous en garde, 6 morts sans su. Qui est responsable de cela, M. Bali? C'est ces écoles qui ont recruté. C'est ceux qui ont recruté ces écoles-là. C'est pourquoi je dis que ce soit à l'éducation ou à la santé, ce sont des secteurs dans lesquels il ne faut pas jouer parce que nous jouons avec la vie humaine. Moi, je dis bienvenue à ces réformes de M. Alpha Bakar Bari et je propose, s'il faut, qu'ils suivent ça à la loupe. Il ne faut pas qu'on se retrouve avec beaucoup de réformes, beaucoup de... Oui, avec ce ne sont pas les annonces. Oui, justement, avec beaucoup d'annonces, sans que derrière il n'y ait quelque chose vraiment qui pousse ces établissements à Là aussi, j'interpelle le MEPUA parce que c'est dans ces écoles-là,
qu'un enfant de la 8e peut aller prendre une attestation de niveau de la terminale. Oui, du baccalauréat. Maintenant, en Guinée, il y a quelque chose qui me fatigue. Les gens, ils ne sont jamais précis dans ce qu'ils font. Effectivement. Qui n'est pas précis? Tout le monde. Ça, c'est le Guinéen en général. Écoutez, attendez. Qu'est-ce que je veux? Il faut qu'on définisse. En fait, je m'autocritique moi-même. Il faut qu'on définisse à quel niveau un enfant doit sortir pour devenir sage-femme. Non, c'est défini. Maintenant, quand c'est défini, écoutez-moi seulement, quand c'est défini, qu'on mette les points sur les i au niveau de ces administrateurs des écoles. Un enfant qui n'est pas de ton école, si on trouve un enfant qui n'est pas de ton école avec une attestation de niveau provenant de chez toi, mais tu dégages. C'est pas plus difficile que ça. Il y a des enfants de la 11e année qui viennent pour un 50 000 récupérer une attestation de la terminale et vont pour postuler. Et de surcroît, des fois qui n'ont pas fait sciences expérimentales, qui ont fait les sciences sociales. Ils vont postuler pour une école professionnelle et deviennent des sages-femmes. Il a même parlé de business ou de la rentabilité. Oui, mais c'est pour vous dire que quand vous parlez de synergie au supérieur et à l'enseignement technique, on n'a pas besoin de parler du MEPUA dans ça, parce que c'est la base, c'est le socle. Donc tout doit se régler au MEPUA. Si le MEPUA fait du sérieux, en haut, vous allez voir, tout va se redresser. Monsieur Baldi, est-ce que pour vous, ces mesures seront suivies réellement d'effet? Est-ce que dans les 12 mois à venir, on va assister à la fermeture de certaines écoles de santé, privées de santé? À votre avis? Est-ce que les mesures seront suivies? Bon, moi, je fais confiance en fait à monsieur le ministre de l'enseignement professionnel et technique. J'ai pleinement confiance en lui. Pourquoi? Parce que simplement, il ne fait pas d'annonce. Il agit justement, on voit automatiquement. En fait, il n'y a pas lieu de crier haut et fort passer par là. Donc pour vous, ce ne sera pas de la propagande. Donc ce ne sera pas de la poudre de perlimpinpin pour vous, hein? Je ne pense pas. Pas comme l'autre, hein, dont je vous en prie. Non, l'effectif, non mais écoutez, je vous en prie. Les professionnels, les écoles professionnelles sont moins rebelles. Les écoles professionnelles sont moins rebelles que les écoles du pré-universitaire. Ah bon, hein? Je pense que je sais bien que je pense qu'on va terminer avec cet élément. D'accord, j'espère juste que M. Bali, je vais placer ceci. J'espère juste qu'il n'y aura pas de trafic d'influence de la part des fondateurs de ces écoles parce que ici, dans notre pays, là, le lobby est très fort. Ils ont des lobbies très forts. On a toujours quelqu'un qui connaît le président. C'est toujours comme ça. Et donc, j'ai peur finalement que le ministre ne grille ses plumes à cause de ça. À cause de cette affaire, oui. Ça, je ne mens pas. Rapidement, pour terminer, on ne souhaite pas que cela arrive. Puisque là, déjà, de temps qu'on parle de la santé et de la vie des uns et des autres. Donc, moi, je pense bien, la formation en matière de santé. S'il y a lieu de fermer des écoles de santé qui ne répondent pas à ces exigences-là, qu'on le fasse. Combien d'années le ministère de la Santé se bat contre les cliniques clandestines à Conakry? Oui, mais c'est parce qu'il n'a pas levé son bateau de ministère de la Santé. Voilà, cette fois-ci, espérons qu'il n'y aura pas de trafic d'influence. Toutes nos prières l'accompagnent et les choses l'accompagnent. Il tape sur l'école, les autres vont rentrer dans l'ordre. Monsieur Keita, c'est clair. Prions qu'il ne soit pas victime de trafic d'influence. Sinon, vous verrez ce qui va se passer. Espérons donc que ces mesures portent. On va passer à un autre pan de notre émission. Nous allons encore parler des écoles privées, mais cette fois-ci des écoles privées de l'enseignement pré-universitaire. Nous revenons tout juste après cette petite transition.